Au nord du Mexique, là où la terre est plate comme une lame et où le vent porte les odeurs de poussière, de diesel et de sueur, une ombre s'avance. Elle n'a pas encore de nom, pas encore de visage. Mais déjà, dans les années 1980, elle s'insinue dans les canyons, grimpe les pistes de montagne, longe les rivières poussiéreuses qui mènent au nord. C'est la route de la poudre et de la mort. C'est la matrice de Los Zetas. Le Mexique, alors, est un échiquier silencieux. D'un côté, l'État qui chancelle, usé par des décennies de compromis et de secrets. De l'autre, des hommes qui apprennent à transformer la misère en empire, les routes en veines, les villes en forteresses. Le cartel de Guadalajara règne en maître. À sa tête, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero. Ils tiennent le pays comme on tient un animal par la gorge. Les avions décollent des ranchs, se glissent dans la nuit, traversent le golfe, les déserts, les montagnes. La cocaïne vient du sud, remonte vers le nord, traverse la frontière comme un fantôme. L'argent redescend, plus lourd, plus sombre, plus vorace. Les années coulent, épaisses, troubles. Les villes frontalières grandissent. Tijuana, poussiéreuse et compacte, regarde San Diego comme un pari. Ciudad Juárez, brûlante, colle sa peau au Texas. Plus à l'est, un autre couloir se dessine, discret, implacable. Tamaulipas. Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. 3 noms comme 3 portes. En face, le Texas. La plus grande économie du sud des États-Unis. Routes, pipelines, autoroutes, ponts internationaux. Tout ce qui roule, flotte, circule, peut cacher un chargement. Dans l'ombre, un futur cartel se forme, encore informe, autour de Matamoros. Le futur cartel du Golfo. Mais le règne de Guadalajara n'est pas éternel. En 1985, l'enlèvement et l'assassinat du DEA Enrique Kiki Camarena sonnent comme un tonnerre qui ne s'arrête plus. Les États-Unis exigent du sang en retour. La pression s'abat sur le cartel de Guadalajara. Les arrestations s'enchaînent. La toile se déchire. En 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo tombe. Un roi à genoux. Et avec lui, l'empire se fracture. De ces ruines naissent de nouvelles maisons de pouvoir. À l'ouest, le cartel de Tijuana, bâti par les frères Arellano Félix, transforme la frontière en tranchée. Plus au centre-nord, le cartel de Juárez, avec la famille Carrillo Fuentes, enracine sa domination dans les plaines poussiéreuses de Chihuahua. Sinaloa, terre de montagnes et de vallées cachées, libère ses propres seigneurs. Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma, Ismael El Mayo Zambada. Ils apprennent à nager dans le vide laissé par Guadalajara. À l'est, sur le golfe, un autre courant se lève. À Matamoros, Juan García Abrego transforme un embryon en bête. Il comprend avant les autres la valeur stratégique de Tamaulipas. Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo deviennent des artères. Chaque pont, chaque sentier, chaque poste de douane est une casemate. La drogue coule vers le Texas. L'argent revient. García Abrego achète des loyautés, corrompt des commandants, impose sa loi aux petites villes frontalières. Sa chute, en janvier 1996, lorsque l'État mexicain l'arrête et l'extrade, n'efface pas la route. Elle la laisse béante, offerte aux plus audacieux. Le cartel du Golfo vacille, mais ne meurt pas. Dans le vide, des noms surgissent. Oscar Malherbe, puis un autre, plus sombre, plus brutal. Osiel Cárdenas Guillén. Il n'a pas l'élégance des capots d'antan. Il n'a pas besoin de costume ni de sourire. Ce qu'il a, c'est la rage. La certitude que pour survivre dans ce nouveau siècle, il faut une arme plus affilée que la peur. Il regarde son territoire, ses hommes.
la violence qui grimpe comme la marée. Et il comprend. Les temps changent, les ennemis se multiplient. Les routes se disputent à coups de fusils d'assaut. Il lui faut autre chose qu'une bande de sicarios improvisés. Il lui faut une armée. Pendant ce temps, dans un autre Mexique, une autre forge travaille. Celle de l'État. L'armée mexicaine, la Secretaría de la Defensa Nacional, tente de contenir des feux qui sortent de partout. Guérilla, narcotrafiquants, soulèvements indigènes. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les stratèges militaires se persuadent que la guerre à venir ne ressemble plus à celle du passé. Il ne s'agit plus de batailles rangées, mais d'embuscades dans la jungle, de colonnes furtives dans la montagne, de coups de feu dans les faubourgs. Alors naît le Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, un sigle qui claque comme une rafale. C'est l'élite, des hommes triés sur le volet. Ils apprennent à disparaître, à frapper vite, à survivre dans la boue, la forêt, le désert. Contre-insurrection, combats irréguliers, guerre de basse intensité. On les envoie parfois se former auprès d'instructeurs étrangers, américains qui parlent de lutte anti-drogue, d'interdiction, de coopération bilatérale. Guatémaltèques, certains issus des Caïbils, ces forces spéciales forgées dans la brutalité de la guerre civile. Les GAF absorbent ces techniques comme on absorbe un poison utile. En 1994, le Mexique tremble. Dans le Chiapas, l'armée zapatiste de libération nationale, les ZLN, surgit des montagnes pour réclamer justice, dignité, terre. Le pays découvre, à la télévision, des hommes cagoulés armés de fusils rouillés qui défient l'État. L'armée répond. Parmi les unités envoyées vers le sud, les GAF. Ils apprennent à encercler des villages, à surveiller la jungle, à traquer des ombres. Puis ils reviennent au nord, engagés dans les opérations contre le narcotrafic. À la frontière, à Tamaulipas, à Nuevo León, dans ces villes où le cartel du Golfo renforce sa mainmise. Dans leurs rangs, certains regardent autour d'eux et voient partout la même chose. La corruption, les salaires maigres, la puissance montante des cartels, l'argent qui coule en fleuve invisible. Ils comparent le solde d'un soldat, les fortunes des narcos, les voitures, les ranchs, les maisons blindées. Une question s'impose, nue, tranchante. Pour qui risquent-ils leur vie? C'est là que les chemins se croisent. D'un côté, un chef de cartel qui veut une armée privée. De l'autre, des soldats d'élite qui cherchent une autre loyauté. Osiel Cárdenas Guillén, à la fin des années 1990, décide de briser la frontière entre ces deux mondes. Il veut une garde rapprochée qui ne ploie pas à la première rafale. Il veut des hommes qui savent poser une embuscade, verrouiller un quartier, tenir une ville entière sous la menace de leurs armes. Il veut l'armée, mais sans drapeau. Alors il commence à recruter. Entre 1997 et 1999, des uniformes se vident. Des dossiers militaires s'ouvrent, puis se ferment sur un mot, désertion. À l'intérieur, quelques noms qui, plus tard, deviendront des légendes noires. Arturo Guzmán de Sena, formé dans les GAF, officier discipliné, connu pour sa froideur, son efficacité. Les sources hésitent sur son grade exact, capitaine ou lieutenant, mais pas sur sa compétence. Il franchit la ligne, quitte l'armée, rejoint Osiel. On le connaît bientôt sous un indicatif, Z-1, le premier. Derrière lui, d'autres suivent la même trajectoire. Heriberto Lascano, un autre GAF. Silencieux, méthodique. Il deviendra plus tard un nom murmuré avec terreur. Z-3. Rogelio González Pisania, futur Z-2. Mateo Díaz López, commandante Mateo. Et d'autres encore, dont les noms se perdent dans les cimetières anonymes, mais qui apportent tous la même chose. La discipline, la technique, l'expérience de la guerre.
Ils arrivent dans le monde du narcotrafic avec une rigueur qui surprend même les plus anciens. Ils organisent des tours de garde, tracent des plans, reconnaissent les itinéraires, apprennent les habitudes des ennemis, des policiers, des militaires. Ils ne se contentent pas de tirer. Ils préparent, coordonnent, exécutent. Ils introduisent dans le chaos criminel la logique implacable de la guerre. Pour se reconnaître, pour se désigner, ils choisissent une lettre. Une simple consonne qui, dans la radio militaire, résonne comme un signe de rang. Z, la Zeta, indicatif de certains officiers de haut niveau dans la police fédérale ou l'armée. Cette lettre est déjà chargée d'autorité, de commandement. Ils la récupèrent, la tordent, la font leur. « Somos los Zetas », disent-ils. Et ce nom, d'abord murmuré dans les couloirs sombres des maisons de sécurité, devient un étendard. Les Zetas. Un mot court, tranchant, qui porte la promesse d'une violence nouvelle. À la fin des années 1990, Los Zetas ne sont encore qu'un bras, pas une tête. Ils appartiennent au cartel du Golfo. Osiel est le chef incontesté. Eux, sa garde. Ils s'organisent comme une unité de combat. Au sommet, Z-1, Arturo Guzmán de Sena, chef opérationnel. À ses côtés, Z-2, Z-3, et ainsi de suite. Chacun avec ses hommes, ses équipes, ses missions. Il protège Osiel dans ses déplacements, encercle ses réunions, surveille ses ennemis potentiels. Il récupère les cargaisons volées, mène des opérations pour reprendre ce qui a été arraché au cartel. Ils exécutent les rivaux. Ils nettoient les rues de tout ce qui pourrait menacer le pouvoir de leur patron. Dans les villes de Tamaulipas, leur empreinte s'étend. Matamoros sent la peur. Reynosa apprend leur méthode. Nuevo Laredo, pivot frontalier, devient un terrain d'expérimentation. Les Zetas ne se contentent pas d'abattre. Ils intimident. Ils entrent dans les commissariats, menacent les commandants, forcent les policiers à choisir entre l'argent, la mort ou la soumission. Ils contrôlent des quartiers, imposent des règles. Ils surveillent les routes qui mènent au pont international. Les habitants comprennent vite. Une nouvelle force est en train de naître. Elle ne porte pas d'uniforme d'État, mais elle marche au pas. Le 9 novembre 1999, à Matamoros, le rideau se déchire un instant. Le monde extérieur entrevoit la bête en formation. Ce jour-là, 2 agents américains, l'un de la DEA, l'autre du FBI, se déplacent sur ce territoire brûlant. Observateurs, enquêteurs, ils croient encore que leur statut, leur passeport, leur fonction les protègent. Ils se trompent. Osiel Cárdenas Guillén, entouré de ses hommes, parmi lesquels des Zetas, les intercepte. La scène se fige comme une photographie. Des véhicules encerclent la voiture des agents. Des fusils se lèvent. Les canons brillent dans le soleil de Matamoros. Les rues se taisent. L'air se charge d'une tension électrique. Les hommes d'Osiel hurlent, braquent les armes sur les têtes des Américains. Ils menacent. Exécution sur le bas-côté. 2 corps étrangers, abandonnés dans une ville frontalière, serait un message brûlant. Une ligne franchie. Les secondes s'étirent. Le choix est là, pendu au bout des canons. Osiel hésite. Les Zetas attendent l'ordre. Tuer, ils savent faire. Mais le coût serait immense. Lancer un défi frontal aux États-Unis, provoquer une réaction massive, attirer sur Matamoros non seulement la colère de Mexico, mais aussi celle de Washington. Finalement, la décision tombe. Les agents sont relâchés. Ils repartent, vivants, mais chargés d'une vision. Celle d'un Mexique où un chef de cartel se permet de les mettre en joue, entouré d'une garde militarisée, sûr de sa propre puissance. De l'autre côté de la frontière, les rapports s'empilent. Les noms s'inscrivent sur des listes prioritaires. Osiel Cárdenas Guillén devient, pour les agences américaines, une cible majeure. Autour de lui,
On note également la présence d'un groupe d'ex-militaires, entraînés, organisés, connus sous cette appellation nouvelle, Los Zetas. À partir de là, les regards se resserrent. La coopération entre DEA, FBI, Department of Justice et autorités mexicaines se renforce. Le cartel du Golfo, longtemps un acteur parmi d'autres, se retrouve exposé aux projecteurs. Mais pendant que les diplomates échangent des notes et que les procureurs rédigent des dossiers, sur le terrain, les États perfectionnent leur art. Ils apportent au cartel du Golfo des méthodes que les autres organisations ne possèdent pas encore. L'embuscade devient une science. Ils savent choisir le virage où la route se resserre, le pont où un convoi ne peut pas s'échapper, la ruelle où une patrouille se retrouve piégée. Ils organisent leurs opérations comme des missions militaires. Reconnaissance, planification, exécution, repli. Ils construisent des structures de commandement, segmentent leurs unités, établissent des chaînes de responsabilité. Un langage de guerre envahit les conversations des narcos. Secteur, périmètre, objectif, extraction. Les armes changent. Ce ne sont plus seulement des pistolets et quelques fusils. Ce sont des fusils d'assaut de calibre militaire, des mitrailleuses, parfois des lance-grenades. Des voitures ordinaires se transforment en plateformes mobiles de feu. Des ranchs deviennent des casernes clandestines où l'on forme de nouveaux tueurs. Les communications se modernisent. Les États utilisent des radios, des fréquences cryptées, des codes. Les surnoms, les indicatifs deviennent indispensables. On ne parle plus directement des lieux, des personnes. On parle en chiffres, en lettres, en signaux. L'ennemi, les forces de l'ordre, les curieux, tous se heurtent à un mur sonore, un brouillard organisé. La frontière entre le monde militaire et le monde criminel se dissout. Ce qui était l'apanage de l'État glisse vers les mains d'une armée privée. Autour, le Mexique change aussi. En juillet 2000, un événement historique bouscule l'ordre établi. Vicente Fox, du PAN, remporte la présidence. 71 ans de règne ininterrompu du PRI s'effondrent. L'alternance politique devient réalité. On parle de transition démocratique, de lutte contre la corruption, de nouvelle ère. Le nouveau gouvernement promet de s'attaquer au narcotrafic, de coopérer plus étroitement avec les États-Unis, de nettoyer les institutions. Les caméras filment les déclarations solennelles. Les discours évoquent l'état de droit, la fin de l'impunité. Sur le terrain, cela signifie autre chose, une pression croissante sur les cartels déjà installés. Tijuana, Juárez, Sinaloa, Golfo. Tous sentent le poids se renforcer. Les opérations conjointes se multiplient dans le nord du pays. Des colonnes de soldats entrent dans les villes frontalières, érigeant des checkpoints, effectuant des perquisitions. Pour le cartel du Golfo et pour ses États, la marge de manœuvre se réduit. Mais la confrontation devenant plus dure, leur savoir-faire militaire devient encore plus précieux. Pourtant, aucun entraînement ne garantit l'invulnérabilité. Le 14 novembre 2002, à Matamoros, la guerre invisible frappe les États au cœur. Arturo Guzmán de Sena, Z1, le premier, tombe. Les versions officielles parlent d'une opération menée par l'armée mexicaine, d'un affrontement, d'un échange de tirs dans lequel le chef opérationnel des États s'est abattu. Dans les communiqués, sa mort est un succès. Dans les rues, c'est un séisme. Pour Los Zetas, c'est la première grande perte, une brèche dans l'image d'invincibilité qu'ils construisent. Celui qui a donné forme à l'unité, qui lui a donné sa discipline et son nom de guerre, disparaît. La tête qui commandait les opérations n'est plus. Autour de son absence, des questions se rassemblent comme des nuages. Qui prendra sa place? La machine va-t-elle se briser ou se réorganiser? Les ennemis du cartel du Golfo, à Tijuana, à Juárez, à Sinaloa, écoutent. L'État observe. Les habitants de Tamaulipas, eux, retiennent leur souffle. Car dans l'ombre laissée par Z1, une autre figure se dresse déjà,
silencieuse, patiente, formée par les mêmes écoles de guerre, trempée dans le même sang. Heriberto Lascano, Z3, attend son heure. Et avec lui, une nouvelle mue de la bête commence.